Le scalpel a glissé sur ma trachée comme une caresse traîtresse, et j'ai senti les éclats de verre broyer mes poumons en une symphonie de douleur inouïe. Ma sœur Sophie, avec son sourire d'ange déchu, m'avait forcé à avaler ce poison cristallin lors d'un dîner familial anodin à Paris, jurant que c'était un accident, un verre brisé malencontreusement. Mais quand le chirurgien, les mains tremblantes, a extrait les 47 fragments de ma gorge agonisante, j'ai su, c'était un meurtre calculé, et mes parents, ces ombres complices, ont scellé mon silence éternel en murmurant « tragédie domestique » sur ma pierre tombale. Je me suis réveillé en sursaut dans mon lit d'adolescente, le corps de mes 25 ans réduit à celui d'une gamine de 16, l'odeur de croissants frais flottant dans l'air du 16e arrondissement. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une fureur volcanique. J'étais revenu, piégé dans le passé, juste avant que Sophie ne commence à tisser sa toile empoisonnée. Cette fois, je ne serai pas la brebis galeuse sacrifiée, je serai le loup qui dévore le troupeau. Paris, cette ville de lumière cruelle, s'étalait sous mes yeux comme un tableau de Delacroix chaotique, sensuel, impitoyable. J'avais 10 ans pour inverser le destin, pour déterrer les secrets que ma famille avait enterrés plus profonds que mon cercueil. Sophie, ma cadette de 2 ans, déjà alors une petite vipère aux yeux verts héritée de notre mère, complotait depuis l'enfance pour s'approprier l'héritage de notre père, un magnate de l'immobilier dont les appétits illicites avaient semé les graines de notre ruine collective. Et moi? J'étais l'obstacle, la fille aînée trop curieuse, trop intègre, qui avait osé fouiller dans les dossiers jaunis de l'appartement haussmannien de la rue de Passy. Les jours suivant ma renaissance forcée furent un tourbillon de nausées et de clarté surnaturelle. Je me surprenais à fixer mon reflet dans le miroir doré de la salle de bain familiale, cherchant les cicatrices invisibles de ma mort future. Mon visage d'adolescente aux pommettes hautes, lèvres pleines, un nez aristocratique qui trahissait nos origines bourgeoises me renvoyait un regard que je ne reconnaissais plus, celui d'une femme brisée revenue des enfers. Maman, Élise, avec ses tailleurs Chanel impeccables et son accent du sud-ouest qui masquait une froideur sibérienne, me surprit un matin en train de vomir dans les toilettes. « Claire, ma chérie, c'est encore ces migraines ?» demanda-t-elle d'une voix mielleuse, posant une main fraîche sur mon front. Je retins un frisson. Dans ma vie précédente, cette même main avait signé les faux certificats médicaux pour étouffer l'enquête sur ma mort. Papa, Henri, était l'incarnation du patriarche français classique, costume 3 pièces sur mesure, cigare cubain éternel, et un bureau encombré de plans immobiliers qui sentaient le scandale. Il dirigeait sa société, immobilière de Passy, d'une main de fer gainée de velours, acquérant des immeubles entiers dans le Marais pour les transformer en lofts luxueux destinés aux bobos parisiens. Mais sous cette façade, il y avait les pots de vin aux urbanistes de la mairie, les évictions forcées de familles modestes, et un secret plus sombre encore, une liaison illégitime avec une employée qui avait donné naissance à un enfant caché au nom pas Sophie ou moi, mais un fils bâtard, prénommé Lucas, que j'avais découvert trop tard dans ma première vie. Sophie, Sophie. À 16 ans, elle était déjà une miniature de femme fatale, jupe plissée de l'école Sainte-Marie, cheveux blonds cascadant en boucles parfaites, et un rire qui sonnait comme des clochettes empoisonnées. Elle me haïssait depuis toujours, non pas pour ce que j'étais, mais pour ce que j'avais, la confiance instinctive de papa, qui me confiait déjà les petites tâches administratives lors des dîners d'affaires. « Regarde là, notre petite Claire, future avocate » lançait-il en me pinçant la joue, tandis que Sophie pinçait les lèvres, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Je le savais maintenant, son venin remontait à nos 9 ans, quand j'avais surpris papa en train de lui murmurer des promesses d'héritage exclusif, la désignant comme son joyau, pour apaiser sa jalousie naissante. Ma première décision fut impulsive, presque puérile dans sa cruauté naissante, je décidai de tester les eaux troubles de notre fratrie. Lors d'un thé dominical dans le salon aux tapisseries Louis XV, je renversai délibérément ma tasse de Darjeeling sur la jupe immaculée de Sophie. Elle hurla, un cri strident qui fit accourir maman. « Claire! Qu'est-ce qui te prend » siffla-t-elle, tandis que papa secouait la tête, déçu. Sophie, les larmes aux yeux, balbutia, « c'était un accident, maman. » Claire ne l'a pas fait exprès. Son regard croisa le mien une fraction de seconde, un éclat de haine pure, vite masqué par un sourire tremblant. J'avais touché une corde sensible. Dans ma vie antérieure, elle excellait à l'art de la victime innocente, ici, je venais de planter la première épine. Mais la vraie tempête commença avec l'école. J'étais revenu en terminale au lycée Victor Duruy, ce bastion bourgeois du 7e arrondissement où les fils de diplomates côtoyaient les héritières de parfumeurs. Mes camarades, ces fantômes adolescents, me regardaient avec une curiosité nouvelle. J'étais la même Claire, mais avec une assurance qui frôlait l'arrogance. « Margot,
ma meilleure amie d'alors et futur témoin muet de ma mort, me confia un jour, « T'as changé, Claire. T'es plus intense. » Intense? J'étais un brasier. Je passais mes nuits à éplucher les vieux journaux en ligne, reconstituant le puzzle de la chute de papa. En 2030, sa société s'effondrerait sous le poids d'un scandale de blanchiment d'argent lié à des promoteurs russes, un fiasco que Sophie, dans ma première vie, avait orchestré en fuyant avec les fonds offshore. Ma première action concrète fut de contacter Lucas, ce frère fantôme. À 16 ans, il n'était qu'un gamin de 14 ans dans un lycée anonyme de banlieue, fruit du péché de papa avec sa secrétaire congolaise, Aïcha. J'avais son adresse, arrachée à la mémoire de ma mort, un HLM grisâtre à Clichy-la-Garenne. Sous prétexte d'un projet scolaire sur les fratries recomposées, je lui envoyai une lettre manuscrite, signée « Une admiratrice secrète ». Tu n'es pas seul, Lucas. Notre père a plus de dettes que d'amour, mais je sais la vérité. Rencontrons-nous au jardin des Tuileries, samedi à 14 h. Son rendez-vous fut un triomphe de tension, il arriva, maigre et méfiant, ses dreads courts encadrant un visage qui était le négatif du mien, peau ébène, yeux verts hérités. « Qui es-tu » grogna-t-il. Je lui tendis une photo jaunie de papa avec Aïcha, volée dans les tiroirs de la maison. « Ta sœur. Et bientôt, ton allié. » De là, les fils se nouèrent. Lucas, abandonné par papa après la naissance, brûlait d'une rage sourde. Ensemble, nous cartographions les faiblesses familiales, les comptes en banque occultes de papa, les rendez-vous discrets de maman avec un avocat véreux, et les premiers signes de manipulation de Sophie, ses notes falsifiées pour décrocher une bourse à Sciences Po, sa façon de susurrer à l'oreille de papa lors des galas de charité. Mais chaque pas en avant ravivait les fantômes. Une nuit, je rêvais de ma mort, le dîner de Noël 2025, le verre pilé dans mon vin, le sang coulant sur la nappe damassée, et Sophie murmurant « Désolé, grande sœur », tandis que mes poumons se remplissaient d'échardes. Je décidai alors de frapper là où ça faisait mal, l'amour filial. Lors d'un voyage familial à Deauville, je confrontai papa dans la suite de l'hôtel Normandie. La mer normande mugissait au loin, un écho à ma voix chevrotante. « Papa, et si Sophie n'était pas celle que tu crois ? Elle ment sur tout, ses notes, ses amis, même sur moi. » Il rit, un rire gras de cigare. « Ma petite Sophie ? Allons, Claire, ta jalousie est mal placée. Elle est mon avenir. » Mon avenir ? J'étais déjà morte une fois pour ça. Cette nuit-là, je sabotais son ordinateur portable, un virus simple, téléchargé sur un forum dark web via le Wi-Fi de l'hôtel, effaçant des contrats cruciaux. Le lendemain, il hurla au téléphone avec ses associés, « Nom de Dieu, qui a fait ça ?» Sophie me lança un regard suspicieux par-dessus son petit déjeuner. Le jeu était lancé. Les mois passèrent en une danse macabre. À l'école, je devins la reine incontestée, notes impeccables, discours enflammés au club de débat sur la corruption immobilière, un clin d'œil à papa. Margot, séduite par mon charisme nouveau, devint ma confidente. T'es comme une héroïne de roman, Claire. Genre, les liaisons dangereuses, mais en version moderne. Si seulement elle savait. Sophie, de son côté, ourdissait, je la surpris en train de fouiller ma chambre, cherchant Dieu sait quoi. « Qu'est-ce que tu fais, petite sœur » demandai-je, feignant l'innocence. Elle rougit, bafouilla, « Rien. Juste. Un cadeau pour ton anniversaire. » Le mensonge puait le soufre. Puis vint le premier coup dur. Lucas disparut. Après notre rencontre, il m'envoya des messages codés ou des indices sur les magouilles de papa avec des promoteurs libanais. Mais un soir, son téléphone sonna dans le vide. Paniqué, je me rendis à Clichy, frappant à la porte d'Aïcha. Elle, une femme usée par les ménages, pleura, « Il est parti, mademoiselle. La police dit qu'il s'est enfui, mais je sais. Votre père l'a menacé. » Papa. Ce salaud avait flairé le vent. J'avais sous-estimé sa muflerie. De retour à Paris, je jurai vengeance sur la scène embrumée, Sophie paierait pour l'héritage, maman pour le silence, papa pour le sang. Cette partie de ma vie renaissante culmina lors d'une réception au Fouquet's, où papa fêtait un nouveau contrat. Sophie, en robe rouge sang, dansait avec des fils de banquiers, son rire couvrant les murmures de jalousie. Je m'approchai, un verre de champagne à la main, symbolique, ironique. À notre famille, Sophie. Que le verre ne se brise jamais. Elle blêmit, son sourire craquelant comme du cristal. Ce soir-là,
je glissai un anonymous type à un journaliste du Monde, un article sur les irrégularités d'immobilière de Passy. Les premières fissures apparurent. Mais au fond de moi, la horloge tic-taquait, 9 ans avant le dîner fatal. Le temps était mon allié, et mon ennemi. L'article du Monde frappa comme un coup de tonnerre orageux sur la canopée parisienne. Immobilière de Passy impliquée dans des soupçons de favoritisme municipal, titrait-on en une, avec une photo floue de papa serrant la main d'un adjoint au maire du 15e. La maison de la rue de Passy devint un champ de mines, maman hurlait au téléphone avec son avocat, papa arpentait le salon en fumant 3 cigares d'affilée, et Sophie. Sophie me fixait d'un air qui n'était plus de la haine enfantine, mais d'une fureur adulte, prématurée. « C'est toi, n'est-ce pas » sifflait-elle un soir, alors que nous lavions la vaisselle côte à côte. L'eau chaude gouttait sur mes mains, un écho aux larmes de sang de ma mort. Je souris, essuyant une assiette avec une lenteur délibérée. Moi ? Comment aurais-je pu, petite sœur ? Tu me prends pour une espionne ? Elle serra les dents, ses jointures blanchissant sur l'éponge. Ce fut notre premier duel verbal, un ballet de sous-entendus où chaque mot était une lame empoisonnée. Je m'enfonçais plus profondément dans le labyrinthe familial. Mes nuits étaient peuplées de recherches frénétiques, j'avais convaincu maman de m'acheter un ordinateur portable, pour les études, mais c'était une porte ouverte sur les abysses numériques. Via des VPN gratuits et des tutoriels YouTube, j'apprenais le hacking basique, rien de sophistiqué, juste assez pour pirater les emails de papa. Ce que je découvris me glaça le sang, des transferts occultes vers un compte aux îles Caïmans, au nom de S. Duval, Sophie Duval, ma propre sœur. À 14 ans, elle avait déjà un compte offshore ? Non, c'était papa qui l'avait ouverte pour elle, pour son avenir, comme il l'écrivait dans un mail à son comptable. L'héritage n'était pas une promesse, c'était un vol en cours. Lucas resta introuvable pendant des semaines, un vide qui rongeait mon plan comme de l'acide. J'embarquai Margot dans ma quête, prétextant une enquête journalistique pour le journal du lycée. Imagine, Margot, un frère secret, abandonné par les riches. C'est du Zola pur jus. Elle rit, excitée, et nous passâmes des après-midi au café de Flore à compiler des indices. C'est elle qui le trouva, un post anonyme sur un forum de fugueurs, elle cherche asile à Lisbonne. Lisbonne. Papa avait des contacts là-bas, des promoteurs portugais pour blanchir via des biens immobiliers. J'achetai un billet de train pour moi seul, un mensonge à maman sur un week-end chez une cousine. Le voyage fut une odyssée solitaire, le TGV filant sous la pluie normande, mes pensées tournoyant comme les gouttes sur la vitre. À Lisbonne, la ville aux azulejos bleus et aux collines escarpées, je traquai Lucas comme une détective de polar français. Les ruelles de l'Alfama résonnaient de fado mélancolique, un fond sonore à ma paranoïa. Je le trouvai dans un café miteux près de la gare d'Oriente, attablé avec un sac à dos usé, commandant un pastel de nata d'une main tremblante. « Claire » murmura-t-il en me voyant, ses yeux s'écarquillant. Je m'assis, posant une main sur la table poisseuse. « Tu as fui, et maintenant ? Papa sait. Il te traque. » Il ricana, amer. Il m'a toujours traqué. Maman dit qu'il a payé des types pour me faire taire. Nous parlâmes des heures, son enfance volée, les moqueries raciales à l'école, le jour où papa l'avait vu une fois, à 8 ans, pour lui glisser une enveloppe et un « ne reviens pas ». Je lui avouai tout ma vision, ma mort future, sans entrer dans les détails surnaturels. Aide-moi à le faire tomber, Lucas. Pas pour l'argent, pour la justice. Il accepta, à contre-cœur. Nous rentrâmes ensemble, cachés dans un compartiment de nuit. À Paris, je l'installai dans un studio anonyme financé par mes économies d'anniversaire, 2 pièces près de Bastille, où il pourrait se faire passer pour un étudiant Erasmus. De là, notre alliance se resserra, Lucas infiltra les cercles périphériques de papa via des jobs d'été dans les chantiers immobiliers, rapportant des photos de documents falsifiés, des enregistrements de conversations où papa jurait comme un charretier sur les « connards de la préfecture ». Sophie, sentant le vent tourner, contre-attaqua avec une subtilité diabolique. Elle organisa une « soirée sœur », un piège sucré au Louvre, sous les plafonds peints de la Vénus de Milo. Réconcilions-nous, Claire, roucoula-t-elle, me tendant un café au lait saupoudré de cannelle. Je feignis l'enthousiasme, mais vidai la moitié dans un pot de fleurs quand elle se détourna pour admirer une toile. Nous déambulâmes, parlant de tout et de rien, nos rêves, elle, Sciences Po et mariage avec un député, moi, je mentis sur l'art, nos peurs, elle avoua haïr, être dans ton ombre. Puis, le coup, papa m'a dit pour Lucas. C'est dégoûtant, non ?
Un bâtard qui mendie l'héritage. Son ton était mielleux, mais ses yeux brûlaient. Je serrai les dents. L'héritage? C'est à nous toutes, Sophie. Ou à personne. La tension culmina quand elle tenta de me piéger. Un soir, rentrant d'une répétition de théâtre, j'avais rejoint le club pour perfectionner mon masque social, je trouvais ma chambre sens dessus-dessous. Manquait, mon journal intime info que j'avais semé de miettes sur Lucas et une lettre codée que j'avais écrite pour lui. Sophie avait fouillé, et le lendemain, papa me convoqua dans son bureau. Explique-moi ça, Claire. Un frère? Des plans pour me ruiner? Sa voix tonnait, un ouragan de colère. Je jouais l'innocente outragée, c'est Sophie qui a planté ça. Elle est jalouse, papa. Il hésita, son cigare tremblant. Pour la première fois, une fissure dans son armure, le doute sur sa petite princesse. Mais le vrai scandale éclata lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Papa y présentait un projet de tours écolo dans le 13e du greenwashing pur, financé par des fonds sales. Sophie y brillait, en fourreau noir, flirtant avec un jeune procureur adjoint nommé Thibault, un blond aux manières de dandy. Je l'avais repéré, dans ma vie précédente, il deviendrait son amant, couvrant ses crimes futurs. Je m'approchai, un verre de chablis à la main, et lâchai une bombe casuale. Thibault, dites-moi, comment va l'enquête sur les permis de construire frauduleux? Papa est si nerveux ces temps-ci. Le silence tomba comme une guillotine. Thibault pâlit, papa s'étouffa avec son apéritif, et Sophie me transperça du regard. Claire, tu es ivre, siffla-t-elle. Non, j'étais sobre comme un juge. Le lendemain, l'opéra bruissait de rumeurs, et papa annula 2 contrats. Pourtant, la victoire avait un goût amer. Lucas m'appela un soir, voix brisée, ils m'ont trouvé. Des types de papa m'ont tabassé. J'ai une côte cassée. Je volais une voiture la vieille Peugeot de maman et filai à Bastille. Il gisait sur le sol, lèvres tuméfiées. Cours, Claire. C'est la guerre maintenant. Je le soignais, jurant sur son sang, Sophie paierait, mais d'abord, je briserai maman. Elle, la grande orchestratrice du silence, qui avait payé le chirurgien pour mentir sur les éclats de verre. Ma contre-attaque fut un chef-d'œuvre de perfidie, je falsifiai des emails, faisant passer maman pour la maîtresse cachée de l'adjoint au maire, avec des pièces jointes suggestives, des photos retouchées de elle et lui à un vernissage. Envoyé anonymement à papa. La maison explosa, cris, porte claquant, valise bouclée. Maman hurla, Henri, c'est faux. Claire, qu'as-tu fait? Rien, pensai-je. Tout. Sophie, au milieu du chaos, me glissa un mot, tu vas regretter, grande sœur. Le verre, c'est juste le début. 8 ans avant ma mort. Le piège se resserrait, et Paris, cette cathédrale de béton, semblait rire de ma folie vengeresse. Le chaos familial s'installa comme un brouillard tenace sur la Seine, étouffant les boulevards haussmanniens d'une humidité poisseuse d'automne. Maman déménagea temporairement dans un appartement meublé du Marais, prétextant une pause nécessaire, mais je savais, c'était pour panser les plaies d'un mariage pourri aux racines. Papa, lui, sombra dans une rage productive, il engagea un détective privé, un ex-flic nommé Moreau, pour nettoyer la vermine. Moreau, avec son trench usé et son cigare perpétuel, flairait comme un limier et c'est moi qu'il traqua en premier. Mademoiselle Duval, une petite conversation, me lança-t-il un après-midi, m'attendant sous le porche de l'école. Je jouais la surprise outrée, mais mon cœur cognait, dans ma vie précédente, ce même chien de chasse avait enterré l'enquête sur ma mort. Je le semai dans la foule du métro Châtelet, sautant dans un train pour Montparnasse au dernier moment. Mais la paranoïa s'installa, chaque ombre était Sophie, chaque appel anonyme un piège. Je renforçais mes défenses, un burner phone pour Lucas, des mots de passe scriptés sur mon laptop, et des rendez-vous en lieu public, café bondé où les serveurs parisiens slalomaient avec des plateaux de croque-monsieur. Lucas, remis de ses blessures, devint mon ombre, nous nous rencontrions au Père-Lachaise, parmi les tombes de Proust et Piaf, ironique sanctuaire pour des fantômes vivants. Papa prépare un gros coup, me confia-t-il un jour, sous la statue de Chopin. Un achat massif à Belleville, pour raser des HLM et construire des lofts. Mais il y a des locataires qui résistent, des familles immigrées. Il veut les faire expulser par tous les moyens. Ce fut ma porte d'entrée pour un coup d'éclat controversé. J'avais toujours su que papa était un requin, mais là, c'était de la barbarie pure, payer des voyous pour intimider les familles, falsifier des baux, même des rumeurs de drogue pour justifier les expulsions.
Dans ma première vie, ce scandale avait été le déclencheur de sa chute, masqué par Sophie qui avait détourné les fonds pour elle. Cette fois, je décidai d'accélérer, je contactai une association, Logement Solidaire, via un mail anonyme, joignant des preuves volées par Lucas aux photos de contrats truqués, enregistrements volés. Aidez-nous à stopper le monstre, écrivis-je, signant « Une conscience tourmentée ». L'association mordit à l'hameçon. Une manif spontanée éclata à Belleville, pancarte, non à la gentrification forcée, slogan scandé sous les yeux des caméras de BFM. Papa, interviewé en direct, bafouilla, c'est de la diffamation. Mes projets sont éthiques. Mais les locataires, ces ombres anonymes de ma première vie, prirent la parole, une mère maghrébine pleurant son fils menacé, un vieil ouvrier portugais montrant ses bleus. Paris s'enflamma au édito dans l'IB, pétition en ligne, et un hashtag passy prédateur qui trenda sur X. Sophie, furieuse, m'accusa en privé, tu détruis tout. Pourquoi? Ton bâtard de frère? Je ripostai, voix basse comme un poison, pour la vérité, Sophie. Celle que tu enterres avec tes mensonges. Mais les lames invisibles de la revanche se retournaient contre moi. Moreau me coinça finalement dans un bistrot de la rue Mouffetard, où je sirotais un pastis pour calmer mes nerfs. Vous jouez un jeu dangereux, mademoiselle. Votre père paie bien, mais la morale paie rien. Je feignis l'ignorance, mais il posa une photo sur la table, moi et Lucas au Père-Lachaise, volé par un drone. Il sait. Et votre sœur? Elle est plus vicieuse que vous ne l'imaginez. Vicieuse? C'était un euphémisme. Le soir même, je trouvai un colis sur le pas de la porte, un verre à vin, intact, avec une note, attention aux accidents. S. La peur se mua en résolution féroce. Je décidai de frapper au cœur, l'amour. Sophie et Thibaut étaient inséparables maintenant, promenade main dans la main le long des quais, dîners intimes à la Tour d'Argent. J'investis dans un tailleur sur mesure, un investissement de mes maigres gains d'un job de serveuse, les mains crustées à une soirée chez des amis de Thibaut, dans un hôtel particulier du 16e. Robe noire moulante, maquillage smoky, je devins une apparition. Claire Duval, ravie, minaudait je en serrant la main de Thibaut. Sophie, à ses côtés, se figea comme une statue de cire. Nous dansâmes un slow tendu, Thibaut me chuchotant, « Vous êtes la sœur de Sophie? Elle parle si peu de vous. » Je ris, un rire de gorge qui évoquait les cabarets de Montmartre. Oh, elle est modeste. Mais demandez-lui pour les comptes offshore. Ou pour Lucas. Le lendemain, Thibaut rompit. Je l'avais piégé avec un faux texto envoyé depuis un burner, prétendant être de Sophie, avouant une liaison avec papa. Pathétique, mais efficace. Sophie hurla au téléphone quand je l'appelai pour « compatir, salope. Tu as tout gâché. » Sa voix se brisa, et pour la première fois, j'entendis non de la haine, mais de la douleur, une faille dans son armure de glace. Bien. La douleur était mon domaine. Pourtant, le revers vint vite. Maman revint, plus froide que jamais, et m'annonça « On part en pension, Claire. À Lyon. Ton père pense que tu as besoin de structure. Lyon? Exil forcé, pour m'isoler de Lucas et de Paris. Je refusai, barricadant ma chambre. La nuit, je m'échappais par la fenêtre, sautant dans le jardin en contrebas à un atterrissage maladroit qui me laissa une cheville foulée. Direction, le studio de Lucas. On accélère, lui dis-je, boitant sur le parquet craquant. Nous planifiâmes l'impensable, une fuite des documents complets à la presse, avec nom, date, montant. Un suicide professionnel pour papa. Mais Sophie anticipa. Elle m'attendait dans l'ombre de Bastille, flanquée de 2 gorilles des employés de papa, je le reconnus. Grande sœur, on discute? Sa voix était un velours râpeux. Ils me traînèrent dans une ruelle, l'air chargé d'urine et de peur. Tu crois que tu peux nous détruire? Papa m'a tout donné. Toi, t'es rien. Elle sortit un couteau à un petit opinel, banal, français jusqu'à la moelle. La lame effleura ma joue, traçant une ligne de feu. Un avertissement. La prochaine fois, c'est la gorge. Lucas surgit alors, un tuyau de plomb à la main, frappant les gorilles dans un chaos de grognements et de coups. Nous fûmes sauvés, mais Sophie s'évanouit dans la nuit, un fantôme vengeur. 7 ans avant le dîner fatal. Les cicatrices s'accumulaient, et je sentais le poids de mes choix, étais-je vengeresse ou monstre? Paris, avec ses lumières tamisées, ne jugeait pas.
Il absorbait le sang. Les années suivantes furent un kaléidoscope de feu et de cendres, où Paris se muait en un décor de tragédie racinienne aux passions exacerbées, trahison familiale, et un cœur invisible de la ville qui murmurait « Trop loin, Claire, trop loin ». Ma joue cicatrisa en une fine ligne blanche, un rappel constant que Sophie n'était plus une enfant gâtée, mais une adversaire forgée dans le même acier que moi. Je m'endurcis, cours de self-défense dans un dojo de Belleville, nuit blanche à coder des scripts pour surveiller les mouvements bancaires de la famille, et une relation éphémère avec un activiste rencontré à une manif Antoine, un barbu aux idéaux anarchistes, qui me baisait comme pour exorciser les démons du capitalisme. Mais l'amour était un luxe, la haine, une nécessité. Papa s'enfonça dans la spirale. L'affaire Belleville devint un feuilleton judiciaire, procès en appel, amende salée, et un audit qui révéla des irrégularités datant de 10 ans. Il buvait maintenant, du cognac XO dans des verres à pied fêlés, et ses yeux, autrefois vifs comme ceux d'un aigle, s'étaient voilés de défaite. « Claire, me lança-t-il un soir, dans le bureau aux rideaux tirés, pourquoi me hais-tu autant ?» Je m'assis en face de lui, croisant les jambes avec une nonchalance calculée. « Je ne te hais pas, papa. Je répare. Tes péchés au Lucas, les familles ruinées, Sophie que tu gâtes comme une poupée empoisonnée. » Il blêmit, écrasant son cigare dans le cendrier de cristal. « Sophie. Elle est innocente. C'est toi qui sèmes le chaos. » Innocent ? J'avais les preuves, des virements supplémentaires vers son compte, masqués en « allocations étudiantes ». Maman, revenue dans le giron familial par nécessité financière, devint une ombre errante, tailleur froissé, cheveux teints maladroitement, et des pilules pour dormir qui la faisaient bafouiller lors des dîners. Elle me surprit un jour en train de fouiller ses tiroirs à la recherche de lettres d'amour à l'adjoint, pour alimenter mon chantage personnel. « Qu'est-ce que tu deviens, ma fille ? Une espionne ?» Sa voix chevrotait, un mélange de peur et de regret. Je fermai le tiroir doucement. « Non, maman. Une survivante. Rappelle-toi, un jour, tu signeras pour couvrir un meurtre. Le mien. » Elle rit, nerveuse, pensant à une blague d'adolescente. Mais ses yeux s'attardèrent, un doute naissant. Sophie, quant à elle, s'était métamorphosée. À 20 ans, elle était l'incarnation de la Parisienne fatale, études à Sciences Po, financée par papa, bien sûr, stage à un cabinet d'avocats influx, et un nouveau fiancé d'un certain Victor, héritier d'une chaîne de bijouterie, avec un appartement vue Seine. Elle m'évitait, mais nos rencontres étaient des duels électriques, un regard croisé au dîner de Pâques, une pique lancée lors d'un appel familial. « Tu portes bien ta cicatrice, Claire. Ça te donne un air dangereux. » Je touchai ma joue du bout des doigts. « Merci. C'est un cadeau de toi. » Lucas grandissait en allié redoutable, à 19 ans, il étudiait le droit à la Sorbonne, bourse d'urgence que j'avais truquée via des contacts d'Antoine, et ses recherches sur les fraudes immobilières étaient une mine d'or. Ensemble, nous orchestrâmes le coup suivant, une fuite massive à Mediapart. Des milliers de pages e-mail, contrats, enregistrements déversés comme un torrent. Le titre, Le clan Duval, empire bâti sur du sable et du sang. Papa fit une attaque légère, mais suffisante pour l'hospitaliser à l'Hôtel-Dieu. Sophie m'accusa publiquement sur Instagram, ma sœur détruit notre famille pour de l'attention. Trahison. Les commentaires fusèrent, un lynchage virtuel qui me fit douter, étais-je l'héroïne, ou la vilainesse d'un soap-opéra français ? La controverse s'amplifia quand les médias creusèrent. Un podcast sensationnel, Les Duval, secret d'une dynastie déchue, invita des anonymes, une ancienne employée révélant la liaison de papa, un locataire de Belleville pleurant sa femme évincée, qui s'était suicidé, détail que j'ignorais. Paris bouillonnait aux manifestations devant notre immeuble, paparazzi à la sortie de la messe à Saint-Philippe-du-Roule. Je devins une icône malgré moi, la fille rebelle des Duval, titra elle. Mais la gloire était un leurre, la nuit, les cauchemars revenaient, les 47 éclats, le goût métallique du sang, le rire étouffé de Sophie. Puis, le twist personnel, Antoine me trahit. Amoureux fou, il avait fouiné dans mes dossiers, découvert les falsifications. Claire, c'est de la manipulation. Tu n'es pas mieux que, hurla-t-il lors d'une dispute dans son squat de Ménilmontant. Je le quittai, le cœur serré au mon premier amour renaissant, gâché par la vengeance. Seul, je m'effondrai sur les marches du Sacré-Cœur, regardant la ville s'étaler comme une plaie ouverte. « Qu'est-ce que je deviens » murmurai-je au vent. Sophie frappa alors, vicieuse. Elle contacta Lucas via un faux profil,
l'attirant à un rendez-vous familial, dans un entrepôt abandonné de Pantin. Piège, des faux avocats prêts à le faire passer pour un imposteur, avec des papiers falsifiés pour nier sa paternité. Lucas m'appela en panique, je volais une moto, empruntée à un pote d'Antoine, et filé, le cœur au bord des lèvres. L'entrepôt puait la rouille et l'huile, Sophie se tenait au centre, flanquée de Victor et d'un notaire. Bienvenue, bâtard. Papa te désavoue. Lucas, ligoté, cracha, t'es qu'une pute de l'héritage. Je surgis, un tasé volé à la main, électrocutant le notaire dans un arc bleu. Chaos, coup de poing, hurlements, et Sophie me griffant le visage comme une furie. Tu meurs ce soir, siffla TL. Mais Victor trahit, il la plaqua, murmurant, c'est trop, Sophie. Nous fûmes sauvés, mais la graine du doute germa, même ses alliés se lassaient. 6 ans avant la fin. Le feu des cauchemars léchait mes talons, et je sentais le cercle se refermer. La revanche n'était plus un jeu, c'était une damnation. Les derniers actes de cette tragédie se jouèrent sous un ciel de plomb parisien, où l'hiver 2025 mordait les os comme les éclats de verre de mes visions. Papa, sorti de l'hôpital, était un spectre, costume pendant sur un corps amaigri, voix rauque de whisky et de regrets. Immobilière de Passy n'était plus qu'une coquille vide, vendue à un fonds qatari pour une bouchée de pain, les créanciers aux trousses comme des vautours. Maman s'était terrée dans une clinique de repos à Vichy, soignant une dépression, nerveuse, en réalité, un effondrement sous le poids des mensonges accumulés. Sophie, bannie par Victor, qui avait fui avec une partie de ses bijoux, errait comme une âme en peine, logeant dans des hôtels anonymes du Trocadéro, complotant sa revanche ultime. Moi? J'avais 24 ans, un diplôme de droit en poche, spécialisation en éthique des affaires, ironie suprême, et Lucas à mes côtés, frère officiel maintenant, après un test ADN forcé par le scandale. Nous vivions dans un loft modeste de la butte aux Cailles, financé par des conférences sur la corruption que je donnais à la fac. Antoine était un souvenir, remplacé par une solitude confortable. Mais les nuits étaient hantées, le dîner approchait, ce Noël fatal où le ver pilé scellerait mon destin. Je savais la date exacte 24 décembre 2025 et chaque jour était une danse sur le fil du rasoir. Le twist vint d'une source inattendue, maman. De Vichy, elle m'envoya une lettre manuscrite, papier parfumé à la lavande de Provence. Claire, ma fille, je sais tout. Ton retour, tes visions. J'ai toujours su pour les éclats pas un accident, mais une folie de Sophie. Elle m'a confessé, il y a des années, son plan pour t'éliminer, pour l'héritage. J'ai couvert, par peur. Pardonne-moi. Viens me voir. Mon monde vacilla. Couvert? Par peur? Non, par calcul pour protéger la façade familiale, ce mythe bourgeois que nous portions comme un suaire. Je filais à Vichy en train, le cœur un tambour de guerre. La clinique, perchée sur les collines auvergnates, sentait le formol et l'oubli. Maman, en peignoir blanc, me serra dans ses bras décharnés. Elle t'a empoisonné d'enfant, Claire. Des petites doses, pour te rendre faible. Le verre, c'était la fin. La révélation me frappa comme un coup de butoir, Sophie n'était pas seulement jalouse, elle était une psychopathe en herbe, nourrie par les non-dits familiaux. Maman avoua tout, les fausses notes de Sophie, couverties par papa, les pots de vin qu'elle avait elle-même versés pour étouffer des plaintes, et le pire, Lucas n'était pas le seul secret. Il y avait un autre enfant, mort-né, que j'avais porté à 15 ans à un avortement forcé, caché pour préserver la réputation. J'avais été enceinte d'un viol datant de vacances en Corse, étouffé par la famille. Les souvenirs affluèrent, masqués par le temps, nausées, disparitions, mensonges. Sophie avait su, et en avait ri. Revenu à Paris, je confrontai papa. Dans son bureau vide, aux meubles saisis, il s'effondra. Oui, Claire. On t'a brisé pour te contrôler. Sophie. Elle était notre erreur, mais on l'a aimée trop fort. Trop fort? C'était de la folie collective. Je le laissais là, brisé, et traquer Sophie. Elle s'était terrée dans un studio de Pigalle, payé par ses derniers bijoux volés. Je frappai à la porte à minuit, le 23 décembre. Elle ouvrit, défaite, cheveux en bataille, yeux rougis, une bouteille de vin à la main. Toi. Entre, grande sœur. Finissons en. Le face-à-face fut un opéra de confession. Assise sur un canapé défoncé, face à la fenêtre donnant sur les lumières de Noël, nous parlâmes des heures. Pourquoi, Sophie?
L'héritage? Elle rit, un rire cassé. Pas l'argent. Toi. Tu avais tout, la beauté, l'intelligence, l'amour de papa. Moi, j'étais la seconde, la remplaçante. Et quand j'ai su pour ton accident en Corse, j'ai vu ma chance. Te détruire, pour être la première. Le verre pilé? Un héritage de nos jeux d'enfants, où elle me forçait à manger du sable. C'était poétique, non? Tes mots contre les miens. Je sortis le couteau ou le même Opinel de Pantin, rendu par la police. Poétique? Tu m'as tué. Elle ne bougea pas, offrant sa gorge pâle. Vas-y, finis-le. Mes mains tremblèrent. La vengeance, après 10 ans de haine, se révélait creuse. Au lieu de frapper, je la serrai contre moi, un sanglot partagé. On est maudite, Sophie. Par eux. Elle pleura, enfin, un torrent de regrets. Nous brûlâmes les documents restants cette nuit-là, dans un brasero improvisé sur le toit, preuve, haine, passé. Le 24 décembre, le dîner eut lieu au nom fatal, mais cathartique. Autour de la table de la rue de Passy, nous étions tous, papa repentant, maman revenue, Lucas en invité surprise, Sophie et moi, alliés brisés. Pas de verre pilé, mais du champagne pétillant. À la famille, toast et jeu, telle qu'elle est, imparfaite, sanglante, mais vivante. Papa versa des larmes, avouant tout, les abandons, les mensonges. Maman promit une thérapie collective. Sophie me prit la main sous la table, désolée. Pour les 47 éclats. Twist final, au printemps 2026, papa se suicida ou une chute du pont des Arts, lesté de regrets. Son testament nous légua tout équitablement, à moi l'entreprise réformée, à Lucas une part, à Sophie rien, pour qu'elle apprenne. Elle s'effondra, mais se releva, partisane des locataires, activiste pour le logement social. Moi? Je dirigeais Immobilière en coopérative, rachetant les HLM de Belleville pour les rénover. Lucas devint avocat des déshérités. Maman? Elle s'éteignit paisiblement, pardonnée. Paris, impitoyable et tendre, cicatrisa mes plaies. J'avais gagné non par le sang, mais par la vérité ou une fin douce amère, où la revanche se muait en rédemption. Mais parfois, en mordant un croissant, je sentais encore le craquement du verre. Et je souriais, j'avais vécu 2 vies, pour une seule victoire.